Wassim Nasser, le porte-parole attitré des terroristes, qui officie aussi comme journaliste chez France 24 et chercheur au Soufan Center, un think tank avec point d'interrogation, américain créé par un ex-agent du FBI, le nommé Ali Soufan, que le Pentagone considère, je cite, comme une arme importante pour ses intérêts. Rien que ça. Wassim Nasser parle tranquillement avec les chefs du groupe terroriste qui massacre des civils au Burkina, au Mali et au Niger et plaide ouvertement pour que les gouvernements africains négocient avec ses cousins terreau. Mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension. Il est poursuivi par la justice des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complicité d'actes de terrorisme et apologie du terrorisme depuis septembre 2024, après qu'il a indiqué être en contact avec les assaillants lors de l'attaque de Bamako le 17 septembre, qui lui communiquaient en temps réel leurs objectifs, leurs positions, les différentes cibles visées et le bilan humain. Retenons bien ça. Human Rights Watch remercie dans un rapport un individu en contact en temps réel avec des terroristes pendant qu'ils attaquent une capitale. Ça ne s'invente pas et ça dit tout. On trouve aussi Newton Ahmed Barry, un journaliste opposant politique à Traoré en exil à Paris, dont le dossier judiciaire est bien documenté puisqu'il a été condamné par contumace pour diffamation à l'encontre du ministre de la Défense burkinabé en 2024, je crois. Également remercié Binta Sidibé Gascon, la caution victimaire. Militante Peul basée à Paris, mariée à un Français qui affirme que des membres de sa famille auraient été tués par des VDP. Son association Kizal, enregistrée en France, bien sûr, est membre de la coalition citoyenne pour le Sahel. Une coalition qui regroupe, attention, Human Rights Watch, Open Society Foundations de George Soros, la FIDH, Oxfam International, le Norwegian Refugee Council, Care International et Corded. Autrement dit, le même écosystème de financement que Human Rights Watch, sans que les flux financiers directs soient traçables publiquement. Cette liste est juste un échantillon. Vous pouvez vous-même faire les recherches pour tous les mentionner. Vous verrez que les auteurs, les contributeurs et les remerciés forment un réseau cohérent, homogène, soudé par une position politique commune contre les gouvernements révolutionnaires du Sahel. Ce n'est pas une équipe de chercheurs neutres, c'est une coalition mercenaire, le parfait casting anti-Traoré. On a vu qui était Human Rights Watch, on a vu qui était l'équipe derrière ce dossier. Maintenant, parlons du timing. Le 22 septembre 2025, les 3 pays de l'AES ont annoncé le retrait de la Cour pénale internationale, cet instrument juridique à sens unique que des dirigeants africains très peu intelligents ont eu la mauvaise idée de ratifier. Les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Mais le statut de Rome impose un préavis d'1 an. Pendant cette fenêtre, les faits commis restent poursuivables. Et même après le retrait, la CPI conserve sa compétence sur tous les faits commis pendant la période d'adhésion. C'est exactement là qu'intervient le rapport Human Rights Watch du 2 avril 2026. Il prétend couvrir la période 2023-2025, précisément la fenêtre encore poursuivable. Sur la base d'allégations non vérifiables produites depuis Paris, Rome ou New York par une organisation sans assise terrain au Faso, Human Rights Watch construit un dossier à charge destiné au procureur de la CPI avant que la porte ne se ferme.
Et pour couronner le tout, Human Rights Watch a commencé ses recherches en mars 2023. Mais c'est seulement le 22 décembre 2025, à 4 mois, moins de 4 mois de la publication, qu'il envoie une lettre aux autorités burkinabées pour cocher la case droit de réponse. 3 ans de travail à charge, un délai de réponse symbolique, un silence de Ouagadougou prévisible et immédiatement transformé en preuve supplémentaire d'opacité. Ce n'est pas un droit de réponse, c'est un piège procédural. Ce n'est pas un accident de calendrier, c'est un alibi humanitaire pour une opération judiciaire calculée contre un gouvernement qui a le tort de choisir la souveraineté. Mais lisez sur mes lèvres, ça ne passera pas. Faites comme moi, buvez un peu d'eau parce qu'on n'a pas fini. Avant d'arriver aux impacts, on va quand même jeter un coup d'œil à la méthode de Human Rights Watch. Parce que ces racailles n'ont pas innové avec le Burkina. Elles utilisent toujours le même mode opératoire. Human Rights Watch applique la même structure narrative depuis des décennies. Un titre dramatique à pseudo-neutralité, une mise en accusation nominative d'un camp, un traitement superficiel de l'autre, une absence de contexte historique et une finalité judiciaire explicite. En prétendant documenter tous les crimes, les rapports construisent en réalité un récit à sens unique qui servent à légitimer un camp et à mettre en accusation l'autre. Regardez le titre du rapport Human Rights Watch sur le Rwanda en 1999. Aucun témoin ne doit survivre. Regardez celui du Burkina Faso en 2026. Personne ne pourra s'échapper. Des formules dramatiques qui veulent créer l'émotion dans l'opinion avant même d'avoir lu une ligne. Ces gens-là se croient trop dans un film hollywoodien. Au-delà de la similarité rhétorique, il y a aussi la même structuration du contenu. Une partie est nommée, ciblée, mise en accusation individuellement, pendant que l'autre est évacuée en quelques lignes. 20 commandants burkinabés sont listés un à un dans la table des matières. Par contre, aucun nom des dirigeants du JNIM, juste en dessous. Ceci est d'autant plus interpellant que l'on a vu que parmi les contributeurs au rapport, il y a un complice des terroristes, Wassim Nassor, qui pouvait leur donner toutes les informations nécessaires. Human Rights Watch fournit une profusion de détails là où ils n'ont pas accès à des sources fiables, mais ils survolent la chose là où ils ont un accès illimité aux tueurs. Par contre, Human Rights Watch tient à faire preuve d'équilibrisme quand il s'agit de mettre sur un pied d'égalité un État souverain qui lutte dans un conflit asymétrique contre un groupement terroriste affilié à Al-Qaïda, qui pose des engins explosifs sur les routes, qui assassine des populations, qui massacre des troupeaux, qui interdit les écoles. Les traiter comme deux parties au conflit symétrique, ce n'est pas de la neutralité, c'est une falsification morale qui sert un agenda politique. Et puis quand Human Rights Watch produit un rapport sur Gaza, où un génocide a lieu depuis 2023, qui a, selon leurs propres chiffres, causé 69 000 morts, dont 19 000 enfants, 860 tués en cherchant de la nourriture sur des sites de distribution, un blocus de plusieurs semaines pour affamer les populations palestiniennes, on n'y trouve aucune demande de sanctions ciblées contre les responsables américains qui fournissent les armes. Aucune demande d'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Aucune liste nominative de commandants israéliens visés dans une table des matières. Équilibre même et étonné. Et si vous pensez que ce sont uniquement moi ou le gouvernement du Faso qui remettons en cause la crédibilité de Human Rights Watch, détrompez-vous. Le fondateur de Human Rights Watch lui-même, celui qui a créé l'organisation, Robert Bernstein, a publié une tribune dans le New York Times en 2009 pour condamner publiquement l'institution, estimant qu'elle avait abandonné sa mission originelle en privilégiant des rapports politiquement orientés au détriment d'une documentation rigoureuse. Selon lui, les rapports de Human Rights Watch s'appuient souvent sur des témoins dont les récits ne peuvent pas être vérifiés et qui peuvent témoigner pour obtenir des avantages politiques ou financiers ou par crainte de représailles de leurs propres dirigeants.
Ce n'est pas un adversaire de Human Rights Watch qui dit ça, c'est son propre père fondateur. Il y a également des universitaires de partout, des chercheurs à Harvard, à l'Université de Londres, qui ont produit des travaux démontrant que les rapports de Human Rights Watch ne répondent pas aux standards minimaux de rigueur académique, d'impartialité, d'exactitude et de crédibilité. Ce n'est donc pas le Burkina Faso seul qui dit que Human Rights Watch corrompt ses preuves et inverse la charge morale. C'est une critique documentée, transversale, qui vient de l'intérieur même de l'institution et d'universitaires de renom. Pour terminer, je vais maintenant vous dire à quoi doit servir concrètement le rapport Human Rights Watch sur le Burkina. Le premier usage est diplomatique. Un rapport Human Rights Watch qui qualifie un chef d'État de responsable potentiel de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, devient une munition diplomatique que les chancelleries occidentales peuvent brandir dans les enceintes multilatérales comme le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.